Quel autre lieu que cette spectaculaire galerie des glaces du château de Versailles pour vous présenter celle qui a illuminé le règne du roi Soleil par sa personnalité sans aucune autre pareille, la marquise de Montespan. Bien sûr, Louis XIV a eu d'innombrables maîtresses, des sœurs Mancini, les nièces du cardinal Mazarin, à Louise de la Vallière, en passant par sa propre belle-sœur Henriette d'Angleterre. Mais de toutes ces maîtresses, elle fut sans doute la plus piquante et la plus voluptueuse. Elle a régné pendant plus de 10 ans sur le cœur, mais davantage encore sur l'esprit de Louis XIV, jusqu'à lui faire de l'ombre. Mademoiselle de Tenay-Charente, née Françoise de Rochechouart-Mortemart, est passée à la postérité sous son nom marital de marquise de Montespan. Sa beauté à faire admirer à tous les ambassadeurs, selon le mot de Madame de Sévigné, est unanimement reconnue. Mais au-delà, elle hérite du fameux esprit Mortemart, une lame affûtée qui fait le bonheur des uns et condamne les autres au ridicule. Cette femme d'esprit, que même le roi n'impressionne pas, en devenant la reine des favorites, fait tourner la tête du monarque absolu au point de le pousser à accepter tous ses caprices, ses excès et de nombreux scandales. Le palais de Versailles, tel que nous le voyons aujourd'hui, doit beaucoup à l'énergie, mais aussi à la fantaisie qu'elle a insufflée à cette période faste du règne du roi Soleil. Spirituelle, belle, mais aussi volcanique, excessive, elle mène la danse à la cour au sens propre comme au sens figuré. Louis XIV épouse en 1660 l'infante Marie-Thérèse d'Espagne pour des raisons politiques. Mais avec la marquise de Montespan, l'affaire est d'une autre dimension. Contre les us, Louis XIV a choisi pour favorite une femme mariée, déjà mère de 2 enfants. Son mari, Cocu, un Gascon colérique, fait installer des bois de serre sur son carrosse pour signifier son infortune. Voici donc le destin hors du commun de la Montespan, comme on la surnomme alors. Celle qui fera scandale à la cour, mais qui va marquer de son empreinte le règne de Louis XIV. Comment résister à une telle femme, même au prix de nombreux scandales? Louis XIV, tout monarque absolu qu'il est, ne trouve pas la réponse à cette question. Madame de Montespan a impressionné ses contemporains par sa beauté, oui. Elle a un port très majestueux qui correspond à son caractère. Elle a de très beaux yeux bleus, un ovale de visage parfait comme on les aimait à l'époque, et puis un petit corps fait au moule. C'est une femme de belle taille, svelte, la poitrine pleine, et surtout un détail du visage qui a énormément d'importance parce que c'est plutôt rare au XVIIe siècle, les dents très blanches et bien rangées. Elle sait s'habiller et se coiffer au mieux, hein. Puis elle en aura les moyens parce que bientôt elle va coûter à la France le prix d'un navire de guerre tous les ans. Et puis tout le monde insiste aussi sur le deuxième caractère de Montespan, son esprit. Elle est excessive, elle ne peut pas se contenir pour faire un bon mot. Même si ça doit aller au-delà de la bienséance. C'est une personnalité très attachante et qui correspond à la période la plus brillante du règne de Louis XIV. Louis XIV succombe donc à ses charmes et fait de Madame de Montespan sa favorite en titre. Les rois, à de rares exceptions, ont toujours eu des maîtresses plus ou moins affichées. Louis XIV perpétue avec une vive énergie cette tradition. Pour Louis XIV, ça a été vraiment un amour charnel extrêmement fort. N'oubliez pas, Louis XIV, c'est quand même un jeune homme. Il a 25, 30 ans, et donc c'est vraiment plein épanouissement du corps, en quelque sorte.
Et donc, Madame de Montespan lui a apporté vraiment beaucoup de plaisir dans tous les sens du terme. Et je pense qu'il a tenu à afficher ce plaisir avec Madame de Montespan, qui est, comme on dit, la plus belle femme du monde. Et donc, pour lui, évidemment, tout est bénéfice. Mais ce n'est pas l'opulence de luxe dont Louis XIV la couvre qui fait scandale. Dans une France alors en regain de ferveur catholique, c'est son statut marital qui choque ses contemporains. Ce qui fait scandale, alors c'est pas effectivement que le roi est une maîtresse. Ce qui fait scandale, c'est ce qu'on a appelé le double adultère. C'est parce qu'elle était mariée. C'est une femme mariée, c'est une femme qui a des enfants de son mari, et donc ils auraient fait ça discrètement. C'était possible. Du point de vue de la morale traditionnelle, c'est extrêmement choquant, surtout dans une cour très chrétienne, qui se veut très chrétienne. Là, on a franchi la limite. L'adultère est un crime. Il est qualifié juridiquement de crime. Et tout le monde s'étonne, mais à bas bruit, que le roi puisse ainsi enlever une épouse à son époux légitime. D'autant que le marquis de Montespan, un Gascon au tempérament sanguin, ne compte pas accepter cet état de fait et décide de braver le bon vouloir du roi. Généralement, à cette époque-là où la dévotion au roi est très importante, des maris peuvent être complaisants, ils se sentent presque honorés de voir leur femme partager le lit du roi. Ce n'est pas son cas. Donc c'est une pièce originale dans le jeu de l'amour et du hasard de cette époque-là. C'est pas son cas et il va faire de véritables scandales. Il va devenir un mari cocu qui va le revendiquer haut et fort. Il arrive dans la cour du château de Saint-Germain dans un carrosse tendu de noir, comme s'il était veuf, avec des bois de cerf et des cornes au sommet du carrosse, pour dire qu'il est cocu et donc veuf de sa femme. Il essaie de se venger par tout un tas de moyens un peu loufoques. Il fréquente tous les bordels de Paris pour essayer d'attraper une maladie vénérienne pour la transmettre à sa femme, qui la transmettrait au roi. Donc tout ça est complètement loufoque pour l'époque, quoi. Il fait scandale tout le temps. Ce sont ces extravagances qui choquent. C'est-à-dire le fait de se rebeller contre le choix du roi. Louis XIV déteste les scandales. Le roi finira par lui interdire, en effet, de s'approcher de la cour et de Paris, et le condamnera à rester dans son château en Gascogne, quoi, dans le Gers. Le marquis de Montespan a dû prendre son parti de s'isoler sur ses terres et de continuer sa vie loin de sa femme et loin du roi. C'est ici, dans le Gers, loin de la cour, au château de Beaumont, que le marquis de Montespan tente de trouver l'apaisement. Le château appartient depuis plus de 40 ans à la célèbre journaliste Ève Ruggieri, qui s'est prise de passion pour ce lieu autant que pour l'illustre cocu qui y a vécu. C'est une maison qui est très gasconne, c'est-à-dire à la fois assez séduisante au premier aspect et assez solide. C'est un endroit qui est austère et presque défensif. Donc ça explique que cette maison soit entourée de douves. On n'y pénètre pas facilement. Le pont-levis se levait. Il est fixe maintenant, mais il se levait. Ironie du sort, ce château, le marquis de Montespan le doit en partie à sa femme. Il a hérité d'une vieille demoiselle et qui le lui a légué en hommage à sa bravoure lorsqu'il a affronté Louis XIV en lui disant « Vous êtes le roi de France, vous vivez un double adultère face à votre épouse et face à ma femme que vous m'avez enlevée pour en faire votre maîtresse. Donc, rien ne pourra plus jamais exister entre nous. » Ève Ruggieri ne s'est pas contentée de restaurer cette bâtisse. Elle a aussi consacré une biographie au marquis,
pour réhabiliter l'honneur du cocu le plus fantasque de l'histoire de France. Quand il arrive là, il arrive épuisé, humilié, furieux, fou de rage. Il est ravagé par l'humiliation, la colère, le désespoir. Il aime sa femme. Et c'est ça qui, moi, m'agace, parce qu'aujourd'hui encore, il est des historiens pour prendre ce titre de cocu. C'est quand même le seul homme trompé qui défend son honneur jusqu'au bout. Malgré les titres et autres charges qu'on lui propose, le marquis n'acceptera jamais de divorcer. Il ne reverra jamais sa femme. Nous sommes ici dans la chambre de Louis XIV. Regardez, voici le lit du roi Soleil, mais dont la fonction est essentiellement protocolaire. Pour affirmer son autorité, Louis XIV impose à sa cour des rituels, comme le coucher et le lever du roi. Mais disons-le, dans la première partie de son règne, le roi a plutôt tendance à découcher, même s'il met un point d'honneur chaque nuit à rendre visite à la reine dans sa chambre. Lorsqu'il épouse l'infante d'Espagne, Marie-Thérèse, fille de Philippe IV, elle a son âge, 22 ans, ce qui est déjà un âge avancé pour un mariage royal à l'époque. Versailles n'est alors qu'une modeste demeure de chasse. La cour se partage entre le Louvre à Paris, Saint-Germain-en-Laye et les autres demeures royales. C'est à cette période que la jeune Françoise de Rochechouart de Mortemart, future marquise de Montespan, quitte son Poitou natal pour faire son entrée à Paris. Sa beauté, son esprit la font très vite remarquer. Elle n'arrive pas en terre inconnue. Sa famille est très introduite à la cour. Son nom illustre, vous allez le voir, lui permet une ascension fulgurante. Le fief historique de Françoise de Rochechouart de Mortemart, future marquise de Montespan, se trouve dans le Limousin. Fait exceptionnel, cette demeure qui a traversé les siècles appartient encore à un descendant de l'illustre famille. Nous sommes ici à Mortemart, fief de ma famille, à 40 km de Limoges, et l'histoire de ma famille est complètement liée à ce lieu. Cette demeure seigneuriale, en fait, possédait un pont-levis, un grand porche d'entrée, on y voit même des marques de herse. C'était un bâtiment, une forteresse, c'était une garnison, un endroit de défense. Sous cette tour, il y avait un souterrain, et à l'entrée de ce souterrain, il y avait un puits qui permettait d'avoir de l'eau et qui permettait d'élever des poissons dans les douves pour soutenir les sièges. Durant des siècles, les Rochechouart de Mortemart ont montré une loyauté sans faille à la monarchie française. Mais c'est sous Gabriel, le père de notre marquise, que la famille acquiert ses plus grands titres. Il était intime du roi Louis XIII dès son enfance, et à l'âge de 30 ans, il a été nommé premier gentilhomme de la chambre du roi. Devenue régente, Anne d'Autriche offra à Gabriel le plus grand honneur de notre famille, le titre de duc et père du royaume. Des fonctions au plus haut sommet de la monarchie, donc, et une devise familiale dont la future Françoise de Rochechouart de Mortemart héritera dès sa naissance. Cette famille a une fière devise, puisque c'est « Ante mare unde », avant que la mer fût au monde, Rochechouart portait les ondes. C'est une famille qui entend remonter ses origines très loin dans le passé. Au mieux,
jusqu'aux Mérovingiens, excusez du peu, au pire, jusqu'avant le déluge. Une façon de dire que d'une part, on est d'une noblesse immémoriale. Immémoriale, c'est-à-dire qu'on n'a pas d'ancêtre connu. Et c'est cette noblesse qui est la plus respectée, la plus enviée. Et deuxième aspect de l'importance de l'ancienneté de ce lignage, c'est qu'il se revendique plus ancien que le roi, et sa noblesse n'a pas été faite par le roi. Françoise de Rochechouart de Mortemart est née ici, à Lussac-les-Châteaux, dans le Poitou, le 4 octobre 1640. Il ne reste aujourd'hui plus que des ruines de l'ancienne forteresse familiale. À l'époque de Louis XIV, Françoise Athénaïs est la fille du duc de Rochechouart. Donc son père appartient au plus haut niveau de la noblesse française, puisque les ducs dominent la noblesse, les autres, marquis, comtes, vicomtes, barons, qui n'ont pas la hiérarchie qu'ils pouvaient avoir au Moyen-Âge, sont dans une sorte de lot indifférencié. La mère de la future marquise de Montespan, Diane de Grandsaigne, est dame d'honneur d'Anne d'Autriche, la mère de Louis XIV. Louis-Victor de Rochechouart de Mortemart, le frère de Françoise, est un ami d'enfance du jeune roi. On peut penser que Madame de Montespan hérite finalement de toute cette captation politique, d'amitié. Et donc ça fait là un ensemble, je dirais, déjà préfamilial, qui induit presque, je dirais, l'arrivée de Madame de Montespan, naturellement, à proximité de Louis XIV. En plus de cette proximité avec le pouvoir royal, la jeune Françoise hérite d'une arme redoutable qui fait la postérité de son illustre nom, l'esprit Mortemart. L'esprit Mortemart, c'est un cocktail explosif entre un esprit très léger, des bons mots. C'est des gens qui aimaient bien caricaturer les autres, sortir les petites bassesses du comportement humain. Taquinerie, moquerie, beaucoup de formules, de tournures. Alors, c'est cruel. Et Madame de Montespan aura beaucoup de cruauté. Avant de devenir la mordante maîtresse du roi, la jeune Françoise reçoit l'éducation classique d'une jeune fille de son rang. C'est à l'abbaye aux Dames de Saintes, l'une des plus riches du pays, qu'elle s'instruit au sein d'une communauté bénédictine rigoureuse. Vers l'âge de 10 ans, on la place dans cet établissement qui est un établissement, mais vraiment nec plus ultra, pour les jeunes filles de très bonne famille de la région, qui sont vraiment triées sur le volet. Et le but, c'est de leur donner une éducation à la fois religieuse, mais mondaine, et qui corresponde aux aspirations des parents. Françoise de Rochechouart est très pieuse. Elle est toute jeune. On remarque sa piété. Elle communie tous les dimanches, qui est assez rare à cette époque. Et elle est vraiment dans une grande dévotion, une grande sagesse de mœurs. C'est pas très intellectuel comme éducation, mais à l'époque, c'est souvent comme ça qu'on fait pour les jeunes filles. Mais on leur apprend à tenir un ménage, on leur apprend leur catéchisme, on leur apprend... Il y a aussi des leçons de musique, de danse qui peuvent leur être données. Ce sont des éducations qui, vu la qualité de sa famille, de toute façon, la destinent avant tout à entrer à la cour et à pouvoir y faire bonne figure et faire honneur à sa famille. De l'esprit et des biens à la mesure de leur rang. Un château en particulier illustre la puissance de la lignée de la future marquise de Montespan. Le château du Boucher, une ancienne forteresse médiévale située entre Poitiers et Châteauroux. Jean-Louis Durand vient d'en faire l'acquisition et s'est tout de suite pris de passion pour l'histoire de ce lieu et de cette famille. Au XVIIe siècle, le frère cadet du duc de Mortemart, le comte de Maure, hérite de ce château. C'est un type assez prétentieux, suffisant,
Et il a un gigantesque plan, il veut transformer la vieille forteresse familiale en un grand château Louis XIV. Il va avoir un plan qui est typiquement à l'image de cette famille qui, on va dire, a une très haute idée d'elle-même et surtout de l'ancienneté de sa naissance, puisqu'il va garder la partie antérieure de la forteresse et derrière cette partie antérieure, il va construire un grand palais moderne à l'époque, de style Louis XIII, Louis XIV. Le père de la future marquise de Montespan le reprend à la mort de son frère. Alors, en fait, ce château n'a pas été, on va dire, choisi au hasard. Il y a un panorama absolument incroyable autour de ce château. On a une vision qui porte à 60 voire 80 km. Et ça, c'est peut-être, on va dire, une marque de l'éternité de cette famille face à des éléments absolument extraordinaires. Je pense que cette notion d'éternité, d'immensité colle bien avec cette famille Mortemart. La jeune Françoise y séjourne à quelques reprises. Rien ne la prédestine pour l'heure à devenir la maîtresse du roi Soleil. Le château conserve une pièce unique, une peinture allégorique qui évoque cependant ce destin. Le boucher conserve un trésor incroyable. Il a un tableau qui est le premier et le seul tableau qui représente les 3 sœurs Mortemart ensemble. Et chose encore plus étonnante, ce tableau présente les 3 sœurs avec le destin dans leurs mains. Vous avez Gabrielle de Mortemart, future marquise de Thianges, qui tient une pêche dans la main, symbole de la vertu, et qui le présente à une autre jeune femme à sa gauche, qui, elle, est sa sœur cadette, la future Montespan. En donnant cette pêche, elle symbolise le fait qu'elle va présenter Louis XIV à sa sœur à la cour de Versailles. À la gauche, vous voyez la marquise de Montespan qui tient un arc. Vraisemblablement, c'est l'arc avec lequel elle a tiré une flèche dans le cœur de Louis XIV. Françoise a alors 20 ans. Ses parents se décident à la faire venir à la cour et surtout à lui trouver un bon parti. On croit alors la chose arrangée, mais un événement inattendu vient bouleverser ce projet de mariage. Il faut lui trouver un mari et sa famille va la fiancer avec le marquis de Noirmoutier. Le marquis de Noirmoutier est un jeune écervelé. C'est évidemment un mariage arrangé qui est prévu comme il se doit à cette époque. Il se trouve que son futur époux ne lui déplaît pas, en l'occurrence le marquis de Noirmoutier. Reste que l'affaire va finir très mal. Celui-ci a la mauvaise idée de se battre en duel pour une histoire vraiment tout à fait stupide, de préséance, enfin voilà, d'honneur. Et comme les duels sont interdits en France depuis Richelieu, il est obligé de s'enfuir hors de France pour échapper à la sanction qui est quand même dure, puisque la sanction, c'est normalement la peine de mort. Quelques jours seulement après la fuite de son fiancé, un jeune homme, le frère de la victime du fameux duel, se présente. Il s'appelle Louis-Henri de Pardaillan de Gondrin, marquis de Montespan. Ce qui est assez singulier quand on regarde les dates, entre la date du duel et la date du contrat de mariage, il y a 8 jours. Alors là, pour le coup, ce nouveau prétendant va lui plaire infiniment. Elle épouse un Gascon. Et elle épouse un homme haut en couleur, qui est un bretteur, qui est un soldat, qui peut d'ailleurs se transformer volontiers en soudard. C'est vraiment l'archétype du valeureux militaire de l'époque. Donc, il n'est pas très vieux, hein, il est jeune, il a le même âge que son épouse. Et il rêve de s'illustrer sur les champs de bataille. Il rêve de gloire militaire, d'être nommé maréchal, pourquoi pas, enfin voilà, de s'illustrer. Ce sont tous les deux des gens débordants d'énergie, aimant le jeu, aimant la plaisanterie, aimant l'humour. Et donc les premiers mois de ce mariage vont se révéler très heureux.
La jeune Françoise de Tonnay-Charente devient donc marquise de Montespan. Elle fait alors une entrée fracassante dans les salons parisiens où règne la préciosité. Et le plaisir est donc le premier recueil. On est dans une période très particulière, je dirais, de la sociabilité mondaine de l'époque, dans laquelle les femmes vont de plus en plus prendre d'importance. Alors on s'est moqué des précieuses ridicules. Reste que on voit là le rôle des femmes qui s'affirment dans le fait qu'on refuse de plus en plus la culture militaire. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, on ne rentre plus dans les salons avec des bottes, une épée au côté. On y fait des jeux d'esprit, on y joue, on y façonne la langue française. On fait beaucoup d'improvisation un petit peu philosophique sur ce qu'est l'amour, ce qu'est l'amitié. Voilà. Donc, il y a beaucoup de jeux d'esprit. Madame de Montespan va fréquenter l'hôtel du maréchal d'Albret, qui est un parent de Monsieur de Montespan. Et c'est là qu'elle fait éclater son esprit, l'esprit des Mortemart. Elle fait des plaisanteries, elle se moque des uns, des autres. On ne voit qu'elle. C'est elle qui attire tous les regards. Et c'est elle qui parle, elle parle d'abondance, elle parle avec cet esprit railleur, cet esprit moqueur. Elle ne se fait pas que des amis, on peut l'imaginer. Et c'est cette femme-là qui marque. Elle fait rire tout le monde. Elle fait rire tout le monde, d'une part parce qu'elle est mordante, parce qu'elle est ironique, mais aussi parce qu'elle a des dons d'imitatrice extraordinaires. Et donc, elle a toutes les qualités pour briller à la cour entre sa beauté, son art de la conversation, son art aussi de médire, qu'on aime aussi. C'est là où elle gagne son prénom d'Athénaïste, qui devient Athénaïs, et qu'elle conservera jusqu'à la fin de sa vie, puisqu'on la collera, elle deviendra, non plus, elle sera plus Françoise de Rochechouart, elle sera Françoise Athénaïs de Rochechouart de Mortemart, marquise de Montespan. Elle prend ce surnom de précieuse et d'Athéna, c'est-à-dire cette déesse grecque, à la fois déesse de la guerre, mais déesse de l'intelligence. Et c'est tout à fait ça, c'est une femme volontaire et intelligente. On ne peut pas trouver meilleur nom qu'Athénaïs pour Françoise de Mortemart. Remarquée par Monsieur, le duc d'Orléans, le frère du roi dont elle devient une intime, elle connaît une ascension fulgurante. Elle va devenir dame d'honneur. Donc les dames d'honneur, ce sont les 6 dames qui sont là pour accompagner la reine dans ses déplacements. Ce sont des titres honorifiques, c'est-à-dire que ce sont des personnes pour accompagner la reine. Devenue dame d'honneur de la reine, Françoise Athénaïs de Montespan est désormais appelée à fréquenter le roi au quotidien. La question, c'est de savoir, est-ce qu'elle a fait les premiers pas envers le roi, ou est-ce Louis XIV qui s'est enhardi à tenter de la séduire? Est-ce qu'elle veut devenir la maîtresse du roi? Non, pas du tout. Elle veut, au départ, influencer le roi. Elle veut dominer, parce qu'elle a un tempérament dominateur. Elle veut avoir emprise sur quelqu'un, et donc elle veut dominer le roi intellectuellement. Françoise a fait toutes les coquetteries possibles pour attirer l'attention du roi, mais ce qu'elle voudrait, c'est une liaison chaste. Parce qu'il ne faut pas oublier que Françoise est une précieuse, et elle veut en quelque sorte retenir l'attention du roi par son esprit. Car, et c'est peut-être paradoxal, on n'y songe pas suffisamment, c'est une femme qui veut ou qui entend rester l'épouse de son mari. L'histoire nous apprend que les choses vont beaucoup changer. Dans une cour en construction, où tout doit être à l'image du roi Soleil, Françoise Athénaïs brille d'un éclat qui la rapproche de plus en plus dangereusement du monarque. Le roi, tout d'un coup, se rapproche d'elle et elle sent qu'elle ne pourra pas dire non parce que c'est le roi. Elle a appelé au secours à ce moment-là. Et le seul dont elle pouvait attendre du secours, et pour le coup qui était son seigneur et maître devant Dieu et devant les hommes, c'était bien entendu son mari. Et elle lui dit
Le roi me poursuit de ses assiduités. Aidez-moi, emmenez-moi. Et Montespan ne prête pas du tout attention à cette demande. Elle a toujours prétendu qu'elle avait parlé à son mari et qu'il s'en fichait. Il ne croyait pas qu'elle succomberait, il ne croyait pas que le roi insisterait. Alors ça, c'est quand même une énormité, ça, de ne pas croire que le roi peut insister. Elle estime là, en fait, avoir été trompée par son mari. Là, il lui devait la protection et il ne l'a pas fait. Elle a dû concevoir ce refus comme une sorte de semi-autorisation à fréquenter le roi. Nous sommes ici dans le salon de Vénus à Versailles, dont les travaux sont entrepris aux environs des années 1670. Tous ces éléments antiques qui marquent le goût de l'époque ont aussi pour vocation de rendre hommage à celui qu'on appelle alors le plus grand roi du monde. Pour Louis XIV, l'heure est aux conquêtes militaires, mais pas seulement. En 1667, il déclare les hostilités à l'Espagne sous prétexte de défendre les droits légitimes de la reine, son épouse, sur le Brabant, la Flandre alors sous domination espagnole. Cette guerre dite de dévolution est triomphale. La cour suit le roi sur le champ de bataille. La reine, entourée de ses dames d'honneur, est contrainte de l'accompagner, d'autant que l'on se bat pour elle. À l'image de cette représentation d'un Louis XIV triomphant, rien ne semble pouvoir lui résister. Auréolé de ses conquêtes, Louis devient solaire. La marquise lui donne l'éclat qui manque encore à sa personnalité. Athénaïs, du nom qu'elle s'est donné, est l'astre autour duquel toute la cour gravite. La plus fastueuse époque du règne de Louis XIV s'ouvre par la conquête de sa nouvelle favorite. Mais elle doit cependant détrôner ses rivales et s'assurer un statut officiel. Avant d'être le roi de guerre et de conquête sentimentale, tel que nous en conservons l'image aujourd'hui, le jeune Louis XIV est un monarque presque introverti. Louis XIV a été un jeune homme timide. Peut-être parce que, entouré par sa mère, Anne d'Autriche, et aussi son parrain, Mazarin, expert en politique. Je ne sais pas si c'est un romantique avant l'heure, il est très sentimental. Au départ, quand il est jeune, il choisit des compagnes qu'il rassure. Alors, il a des amourettes avec des petites jeunes filles un peu pures. Il est tombé amoureux, comme un adolescent, de Marie de Mancini quand il était très jeune. Il est tombé amoureux d'Henriette d'Angleterre, sa belle-sœur, mais Anne d'Autriche y a mis le holà. L'affaire des amours du roi devient politique. Louis XIV a atteint les 20 ans. Il faut le marier. La guerre d'Espagne, qui a duré plus de 30 ans, s'achève avec le traité des Pyrénées, signé en 1659 avec le roi d'Espagne, Philippe IV. Ce dernier a une fille, Marie-Thérèse, du même âge que Louis XIV. Dans le traité des Pyrénées, un des actes fondamentaux de ce traité, c'est le mariage avec Marie-Thérèse. Un mariage qui est scellé, qui est authentifié, et je dirais que Louis XIV, à la limite, n'a rien à dire. Et donc c'est un mariage vraiment de raison. Alors, bon, Marie-Thérèse, il faut la prendre telle qu'elle est, ce qu'a fait Louis XIV. Les rois de France sont mariés pour des raisons politiques, des raisons d'État, et donc ils épousent non pas une femme, mais ils épousent un État, ou en tout cas une femme qui scelle une alliance. Donc Louis XIV n'a pas choisi Marie-Thérèse, il ne l'aime pas. Il se trouve marié à une femme qui n'a rien pour l'attirer, qui ne parle même pas français. Elle ne parlera jamais un français correct.
Une femme qui vit à l'espagnol, entourée de ses nains, buvant du chocolat, jouant à quelques jeux de cartes espagnols. Alors ça gêne pas beaucoup Louis XIV qui parle l'espagnol aussi bien que le français, lui. Mais enfin, elle n'a rien pour susciter une grande passion, Marie-Thérèse. L'infante Marie-Thérèse, elle a eu une éducation très, très stricte à Madrid. Elle est très pieuse, dévote, pas très intelligente. Elle s'intéresse à peu de choses, sauf à ses œuvres charitables, puisqu'elle ne cesse de visiter les couvents, les hôpitaux, les hospices. Et c'est une femme qui est pénétrée de la piété espagnole. On n'en entend pas moins d'une héritière de la famille des Habsbourg. Elle n'est pas très à l'aise finalement dans cette cour flamboyante qui est la cour du premier Louis XIV. Le premier Louis XIV, c'est le Louis XIV jeune des années 1660-1670. Bien sûr, elle joue son rôle de mère. Elle est là pour faire des enfants. Elle aura 6 enfants. Mais voilà, il y a un problème, je pense, de représentation de la reine par rapport au roi. Et je pense que Louis XIV se rend compte de ce déficit d'image à une époque où l'image du pouvoir est aussi importante que le pouvoir lui-même. Il lui faut plaire, et si possible, obtenir les plus belles victoires pour assurer sa majesté. En 1667, la cour suit Louis XIV dans sa campagne militaire vers le nord de la France. La reine et ses dames d'honneur, dont la marquise de Montespan, font partie du cortège. Comment peut-elle résister davantage à ce roi conquérant? Pendant les épisodes de la campagne où tout ce petit monde se rapproche, on est dans les carrosses, on s'arrête dans des lieux où parfois il faut coucher de façon très rapprochée. Donc là, les choses font que Louis XIV est beaucoup plus en contact, je dirais, avec Madame de Montespan, qui lui plaît évidemment de plus en plus. Les détails de cette passion naissante nous sont rapportés par un témoin privilégié qui en a laissé la trace dans ses mémoires et nous permet, 3 siècles plus tard, de revivre ce tournant dans la vie de Louis XIV. C'est lors d'une étape au château d'Avesnes que la marquise de Montespan succombe enfin aux empressements du roi. La grande mademoiselle, qui est la cousine germaine du roi, a en réserve une multitude d'anecdotes sur la cour. Et là, elle était présente à Avesnes. Elle a vraiment vu la naissance de la passion entre Louis XIV et Madame de Montespan. Dans ses écrits, la cousine du roi note avec précision les précautions que Louis XIV prend alors pour rejoindre sa nouvelle maîtresse. La grande mademoiselle dit qu'elle avait remarqué qu'on avait ôté une des sentinelles, que l'on avait descendue d'un étage pour que personne n'entra par l'escalier. Le roi demeura dans sa chambre quasi toute la journée, qu'il fermoit sur lui, c'est-à-dire qu'il s'enfermait à clé dans la chambre. 3 jours durant, il ne se montre pas. Il est, nous dit-il, dans sa chambre. Madame de Montespan, dame d'honneur de la reine, déclare être fatiguée, souffrante, pour ne pas accompagner la reine dans ses promenades. En réalité, elle regagne elle aussi sa chambre, qui est située juste au-dessus de celle du roi. Les 2 chambres sont desservies par un seul escalier. Le roi va s'enfermer 3 jours dans le château d'Avesnes avec Madame de Montespan, sans que personne ne devine trop ce qu'il se passe. La marquise commet alors un adultère, mais plus grave encore peut-être, elle trahit sa maîtresse, la reine. Elle ne peut pas imaginer que la femme qu'elle connaît, que celle qu'elle connaît comme étant une amie et en même temps une grande dévote, puisse tromper son mari, tout simplement. L'affaire se situe là. Et donc elle ne se méfie pas du tout de Madame de Montespan.
Il y a un avant Avesnes et un après Avesnes. Avant, le roi est plutôt réservé, mal à l'aise avec les femmes, et après la conquête de Madame de Montespan, Louis XIV abandonne sa timidité pour être le roi que l'on imagine nous aujourd'hui. Donc un homme, pour parler comme Saint-Simon, effrayant de majesté. Le point de départ, il est situé là. Quand la flamboyante marquise de Montespan entre dans la vie de Louis XIV, le roi a déjà une épouse, la reine, et une favorite en titre, Françoise-Louise de la Baume-le-Blanc, plus connue sous le nom de Louise de la Vallière. Alors Louise de la Vallière, c'est la première maîtresse en titre, d'une certaine manière, de Louis XIV. C'est celle qui a à la cour tous les honneurs. Elle est magnifique, avec des cheveux blonds, le visage ovale, parfait, une bouche parfaite, comme on dit. Louise de la Vallière est amoureuse du roi. Et on rapporte à Louis XIV, c'est l'abbé de Choisy qui le raconte, on rapporte à Louis XIV qu'elle a dit « dommage qu'il soit le roi ». Louise de la Vallière aime le roi et pas la monarchie, a-t-on dit. Elle aime le roi pour lui-même, c'est une grande amoureuse. Le roi va être amoureux aussi, hein. Il lui écrit des vers, on n'imagine pas ça, mais Louis XIV écrivait des vers. Il les faisait parfois écrire par des copains qui écrivaient mieux que lui en vers. Mais enfin, voilà, ça a été comme ça avec la Vallière. Ce qui a séduit aussi Louis XIV, c'est ses dons d'Amazone. Mais elle fait carrément de la voltige équestre. Cela nous est raconté dans un certain nombre de mémoires, où on la voit carrément à cheval, en écuyère, vraiment faisant des prouesses à cheval. Et ça plaisait au roi. Ce sont des amours qui se développent dans la forêt, après des cavalcades effrénées. Et là, il y a un côté, je crois, très, très sportif. Louis XIV, on disait, c'est un roi de plein air. Eh bien, Louise de la Vallière est aussi une fille de plein air. Et ça les a beaucoup réunis. La cour du roi, très chrétien, se mue alors en une sorte de harem, à la mode ottomane. Le roi va imposer à la reine et Mademoiselle de la Vallière et Madame de Montespan. On va dire c'est l'époque des trois reines. Dans un carrosse, dans une calèche, on voit la reine, Mademoiselle de la Vallière et Madame de Montespan en même temps, avec le roi. Quand il part en campagne, il y a ces femmes qui sont toutes dans le carrosse et qu'on promène sous les yeux de la population, et la population ne sait pas qui est la reine. Un rituel se met en place. Personne n'ose s'opposer au monarque absolu. Louis XIV, on le sait, sa vie était épiée quotidiennement, 24 heures sur 24. Donc il a une vie qui est scrutée. On connaissait son emploi du temps. On savait que tous les matins à 8h30, son premier valet de chambre ouvrait les rideaux, lui disait « Sire, voilà l'heure » et se mettait en place toute la mécanique de la cour jusqu'à 23h, 23h30 le soir, où il se couchait officiellement dans sa chambre. Évidemment, à partir de 23h, 23h30, le roi était libre de ses mouvements et donc il se rendait la nuit. Il pouvait se rendre dans un premier temps chez Mademoiselle de la Vallière, puis chez Madame de Montespan, mais il terminait toujours ses nuits chez la reine. Donc on a un roi qui devait dormir assez peu. Il retournait dans le lit de la reine vers 4 ou 5 heures du matin, et il y a ce mot célèbre de la reine au début de la liaison de Louis XIV avec Madame de Montespan, un jour où il arrive dans son lit à 5 heures du matin, elle dit « Mais c'est à cette heure-là que vous vous couchez où étiez-vous » Alors il dit « Mais je travaillais sur mes dossiers ». Elle dit « Pas quand même, vous pourriez choisir une autre heure ». Bon, elle était très naïve. Il faut faire bon ménage avec la reine. Toute favorite qu'elle est, la Montespan est à son service. Et le roi sait le lui faire remarquer. La place de Marie-Thérèse n'est jamais contestée. Je crois que Louis XIV a dit à Madame de Montespan, n'oubliez pas qu'elle est votre maîtresse. Donc, dans ce monde hiérarchisé, il
il y a un univers entre la descendante de Charles Quint et de Philippe II et la descendante des Mortemart. Il faut bien séparer les sentiments du devoir du souverain. Et donc, il faut toujours, d'une certaine manière, interdire à ces femmes toute possibilité d'intervenir dans les affaires de l'État. La reine doit déjà s'accommoder d'une maîtresse en titre. Elle ne devine rien du manège qui se joue dans son dos et de la nouvelle faveur de la marquise de Montespan. Il y a un moment où elles sont à égalité, hein. Il les fait habiter ensemble. Ça, je trouve que c'est monstrueux. Très franchement, on ne peut pas faire pire. Et il continue de coucher avec la Vallière en même temps qu'avec Montespan. Et donc, quand il va dans l'appartement de ces dames, bah, il passe, c'est tantôt chez l'une, tantôt chez l'autre. Et parfois, il a exigé aussi que Madame de Montespan aide l'autre à se parer. Elle s'échange des recettes, des crèmes, des robes. Enfin, bon, c'est très malsain, mais encore une fois, c'est le harem. Cette fausse harmonie ne dure pas. Notre marquise de Montespan ne souffre plus la présence d'une autre favorite aux côtés du roi. Alors, Madame de Montespan a feint l'alliance avec Louise de la Vallière, a feint l'amitié. Et on est dans l'esprit de la cour, où on se déteste cordialement, au sens propre du terme, c'est-à-dire en y mettant toutes les formes. Madame de Montespan lui mène une vie atroce, infernale. Elle la traite presque comme une domestique. Elle est écrasante de mépris. Les deux dames de la faveur sont en rivalité. Louise de la Vallière a un jour un parfum merveilleux dont elle s'enduit le corps. Immédiatement, Madame de Montespan intervient auprès du roi pour avoir le même parfum. Et Louise de la Vallière dit « C'est d'accord, je veux bien, mais à condition que les faveurs soient égales. » Il quémande, au fond, quelques miettes d'amour, et c'est assez pathétique. Elle n'a pas suffisamment de caractère. Et c'est le fait qu'elle soit un peu effacée et qu'elle soit toujours à accepter ce que lui impose Louis XIV qui va vraiment finir par le lasser. C'est une femme qui est tellement différente d'une Montespan volcanique. Madame de Montespan, à la cour, rit à gorge déployée. Elle parle haut, on n'entend qu'elle. Louise de la Vallière est toujours réservée. Timide, réservée, Louise de la Vallière a en plus un défaut qui la handicape pour rivaliser avec la rayonnante marquise. Elle est boiteuse. Alors, c'est embêtant, ce petit bâtiment de Mademoiselle de la Vallière, parce qu'elle ne peut pas danser. Et justement, un des moyens qu'a eu Madame de Montespan, Athénaïs de Mortemart, pour capter l'attention du roi, c'est les danses, parce que ne pas oublier que Louis XIV, qui est un excellent cavalier, mais c'est aussi un excellent danseur. Alors, on peut imaginer que, voilà, Louise de la Vallière assiste au ballet, elle voit son amant, elle voit aussi cette Madame de Montespan, et puis un rapport de plus en plus étroit entre lui et elle. La marquise de Montespan, écrasante autant qu'éclatante, pousse lentement vers la sortie la première et délicate favorite du roi. Tout le monde a dit que la cour de France était la plus grande comédie du monde. C'est le théâtre. Tous les gens avaient conscience du fait qu'ils faisaient des personnages. Ils disaient « il faut faire un beau personnage » et qu'ils jouaient des rôles à la cour et que rien n'y était sincère. Bien sûr, rien n'y était sincère. Coup de théâtre. Louise de la Vallière décide de se retirer par un coup d'éclat. Elle quitte la cour pour entrer en religion sous le nom de Louise de la Miséricorde. Juste avant de partir, elle a demandé pardon à la reine. Et le fait de lui demander pardon montre bien l'intensité de la foi, du remords de cette jeune femme qui va ensuite s'enfermer dans un couvent. Ça sera sa pénitence jusqu'à sa mort qui va être assez rapide.
Mais quel couvent elle choisit? Elle choisit les carmélites, un ordre très rigoureux, le Carmel, avec des règles très strictes. Elle va prendre la bure, elle va se faire couper les cheveux, elle passe de l'or et de la vie de cour à une vie, une retraite spirituelle totale. Ça choque la cour, c'est une manière aussi de montrer qu'elle rejette cette vie de cour. L'entrée au Carmel de Louise de La Vallière était vécue un peu comme une bombe à la cour. C'était montrer que devenir la maîtresse du roi était un péché mortel, et c'était faire affront également à Louis XIV, qui l'a plus ou moins vécu de cette façon. Que finalement, la contradiction entre la société de cour et la société, je dirais, normale, elle apparaît là de façon éclatante. Cette femme qui a été, elle aussi, la seconde épouse de Louis XIV, se retire et finalement avoue aux yeux de tous sa faute, sa culpabilité, et elle va expier jusqu'à la fin de sa vie en étant carmélite. Pour l'heure, la conscience de Françoise Athénaïs, marquise de Montespan, semble loin d'être perturbée par sa vie de pécheresse. Bien au contraire. Notre marquise de Montespan est à l'origine de nombre de fantaisies de ce palais de Versailles en construction. Elle s'occupe de tout, jardins et ménageries. Amoureuse des arts et des lettres, Athénaïs enchante ce lieu par l'énergie qu'elle insuffle et les fêtes qu'elle y organise. Racine qu'elle promeut, Boileau, Molière qui lui dédie l'école des femmes, La Fontaine qu'elle protège, Lully et tant d'autres doivent à la capricieuse marquise une part de leur gloire et de leur postérité. Elle contribue également à faire de Versailles un lieu de jouissance et de plaisir. Elle fait construire, dans une aile du château, un appartement des bains. Ce lieu n'existe plus aujourd'hui, mais je vais vous montrer une pièce unique conservée ici, dans l'orangerie. Voici conservé le bain de marbre de Rance où Louis XIV aime, on veut le croire, se délasser des contraintes de l'étiquette et des charges du pouvoir en compagnie de sa sensuelle favorite. Un lieu dont la vocation n'avait pas que l'hygiène, vous vous en doutez. Ce lieu est dédié à la volupté. Il faut se représenter une enfilade de pièces composées d'une chambre de repos, des bains avec piscine nourris en eau parfumée, distribués par un savant système de tuyauterie. Du marbre, des miroirs, habillent ce décor imaginé pour le plaisir des sens. Par la chair et l'esprit, Madame de Montespan a réussi à imposer, derrière l'univers officiel de la cour, un monde où elle règne seule en sultane, car rien n'est trop beau pour elle. Ce qui fait une partie de la gloire de Madame de Montespan, c'est de s'être trouvée la maîtresse du roi au moment le plus glorieux de son règne. Il est vrai qu'à ce moment-là, il domine l'Europe, qu'il est vainqueur partout, qu'il fait construire Versailles. C'est la grande période de Louis XIV, un roi de gloire, un roi de guerre, c'est vraiment les années flamboyantes. Et donc il y a là une coïncidence entre voilà, l'arrivée de cette femme, flamboyante elle aussi, et ce Louis XIV des années 1660-70, justement le Louis XIV qu'on appelle Louis le Grand. Le roi parade alors avec celle que l'on présente comme la plus belle femme du royaume. Sa beauté le met en lumière. Elle est très sûre d'elle, elle est rayonnante d'intelligence et elle le rassure sur ses capacités à gouverner, sur ses capacités à rayonner, sur ses capacités à être un roi majestueux parce qu'elle-même
et majestueuse. C'est vraiment le sultan et la sultane reine, quoi. Donc, elle était exactement ce qu'il lui fallait à ce moment-là, je crois. À la cour, la marquise brille par son esprit piquant qu'elle insuffle à tout son entourage. Elle a imposé un certain ton, ça c'est évident, par les jeux de mots, les jeux d'esprit, les mots qui circulent, les sonnets qu'on fabrique à partir d'un mot qui est donné, tout ça c'est Madame de Montespan qui d'une certaine manière l'a initié. Madame de Montespan était, quand elle voulait désennuyer le roi, se mettait à sa fenêtre, et on disait que passer sous ses fenêtres, c'était passer sous les armes, parce que elle fusillait tous les courtisans qui passaient, si je puis dire. Elle se moquait d'eux, elle les peignait en quelques mots, et puis elle allait même jusqu'à les imiter. Le roi riait beaucoup, mais c'était assez dur. Star avant l'heure, la favorite du roi multiplie aussi les caprices et les excentricités. Elle se sentait tenue d'étonner. Il fallait qu'on parle d'elle, puisqu'on parlait d'elle de toute façon, il fallait qu'elle étonne par des choses que personne n'avait jamais faites. Bien entendu, comme il se doit quand on est un souverain à l'époque ou un grand prince, ça fait partie évidemment du standing que d'avoir une ménagerie, c'est-à-dire des animaux exotiques, c'est-à-dire des curiosités que les autres ne peuvent pas se procurer. Donc, Madame de Montespan a bien entendu sa ménagerie personnelle. Elle se promène avec un perroquet, avec un singe. Donc, je dirais, c'est des produits exotiques, hein, des choses qui ne sont pas du tout communes, mais elle est extravagante et il faut bien montrer qu'elle l'est. Madame de Montespan aimait les animaux pour en faire des joujoux. Elle avait attelé 6 souris à un carrosse de filigrane et elle les faisait courir et elle s'en faisait mordre ses belles mains. Louis XIV ne refuse rien à son insatiable maîtresse. Pas même un fastueux logement au cœur même du château de Saint-Germain-en-Laye, qui est alors la résidence royale. Elle va bénéficier d'un appartement très grand, qui, en surface, est le double de celui de la reine. Et cet appartement va être décoré de façon somptueuse, avec même une grotte intérieure. Elle avait des rocailles dans son appartement avec de l'eau. Enfin, voilà, c'était la mode des grottes baroques. Bon, ce sont des choses luxueuses et un peu folles quand même. À l'époque, le château de Versailles est en construction. La marquise de Montespan n'hésite pas à faire part de ses volontés. C'est une femme qui a un goût très sûr dans le domaine des arts. Et on sait, notamment à Versailles, que Louis XIV a été sensible au goût de Madame de Montespan. J'en veux pour preuve un des bassins du jardin de Versailles, le bassin dit du Marais, qui a été composé par Madame de Montespan. Françoise a imaginé une grande pièce d'eau quadrangulaire avec au centre un chêne vert en fer blanterie, d'où s'échappent des branches qui sont autant de jets d'eau. Eh bien, ce bosquet du Marais, Louis XIV n'y a donné son approbation qu'après avoir attendu l'avis de sa maîtresse, déclarant d'ailleurs à Colbert « J'attends les pensées de Madame de Montespan ». Ce goût très sûr, la marquise le met au service de plusieurs constructions dont Louis XIV lui fait cadeau. Des édifices qui n'existent plus aujourd'hui, mais dont le raffinement extrême a fait l'admiration de tous les contemporains. Comme ce pavillon, construit dans le domaine de Versailles et dont le toit a été recouvert de faïence. Le premier Trianon, c'est le Trianon de porcelaine, que l'on appelle comme ça parce qu'il était décoré de carreaux de faïence bleu et blanc qui allaient dans le goût à la chinoise qui était alors. De ce Trianon qui a abrité les amours de Louis XIV et de sa favorite, il ne reste aujourd'hui plus rien, si ce n'est l'un de ces grands vases qui en ornaient le toit. Nous avons retrouvé ce vestige unique en Normandie, dans le château du Champ de Bataille. Il fait désormais partie de la collection du célèbre décorateur
Jacques Garcia. C'était fabriqué à Rouen et à Nevers. Celui-ci aurait été fait à Nevers, il est aux armes du roi. On voit les 3 fleurs de lys qui ont dû être bûchées à la Révolution française. Le principe de la coulure, on voit le caractère pas très net du décor. Finalement, on pourrait croire que tout ça, c'est une malfaçon, mais pas du tout. Je pense que c'est une volonté déterminée, puisque ici, c'est parfaitement net, et tous les personnages au chinois sont presque faits comme dans un flou artistique qui donne une sensibilité particulière. Alors la rareté, évidemment, en plus, c'est le caractère monumental de la pièce, parce que sortir une pièce comme ça qui n'explose pas dans les fours à l'époque, c'est déjà une très grande performance technique, si on peut dire. Le Trianon de porcelaine est une folie, mais ce n'est rien à côté du château de Clagny. Cette fois, c'est un véritable palais à 2 pas de Versailles que le roi offre à sa voluptueuse maîtresse. Alors Clagny lui fait construire une première fois, et puis elle trouve que c'est trop petit. Et elle dit, oh, mais c'est bon pour une fille d'opéra. En d'autres termes, c'est bon pour une femme légère et de mauvaise vie. C'est pas bon pour moi qui suis presque reine, parce qu'elle se considère quand même comme presque reine. Et donc, Louis XIV fait démolir et rebâtir Clagny aux dimensions de sa maîtresse, c'est-à-dire un palais extraordinaire. C'est un château notamment caractérisé par l'abondance et la somptuosité de ses jardins. On dit qu'il y a des milliers de fleurs qui apparaissent presque tous les jours, qui sont changées d'ailleurs. Donc c'est vraiment un château de métamorphose extraordinaire. Et on a ce fameux tableau représentant Madame de Montespan en sultane, donc demi-allongée sur un divan, et derrière elle, tous les trésors que recèle le château de Clagny. Alors, comme on les aimait à l'époque, très surchargés, baroques, où les porcelaines, les tableaux, les bronzes, tout déborde évidemment de luxe, de lumière. Et au pied de ce divan, un aigle montant donc sur le divan pour honorer la sultane. Un décor que Jacques Garcia a reconstitué. Ce salon est un hommage au style grand siècle, dont la marquise de Montespan a été l'inspiratrice. Alors nous nous trouvons donc dans le salon d'Apollon au château du Champ de Bataille, et cette pièce peut vous évoquer la gloire de Clagny, qui était la résidence de Madame de Montespan. Et on peut voir sur ce mur quelque chose qui est assez représentatif du goût de cette époque, c'est-à-dire la connaissance à travers les cabinets de laque du Japon qui peuvent venir de très loin et dont on a la passion, ça coûte des véritables fortunes. Ceux-ci sont montés d'argent et une grande glace d'argent qui est au-dessus, telle qu'on pouvait les voir dans la grande galerie du château de Clagny. Je pense que Madame de Montespan est un personnage très important parce que c'est finalement elle, à travers ses fantasmes, son délire, on l'a dit extravagante, elle vivait avec un ours blanc dans son salon, donc on n'est pas dans la petite bourgeoise qui se fait une jolie petite maison. Et elle pousse Louis XIV à son mieux. Cette débauche de luxe a évidemment un coût exorbitant. L'un des lointains descendants de la marquise possède un document qui restitue l'ensemble des dépenses réalisées pour la construction du château de Clagny. J'ai préparé pour vous tout le descriptif de la construction du château de Clagny, qui exprime, à mon sens, la démesure de la passion qu'avaient Louis XIV et la Montespan. Il y a ici toutes les planches, toutes les vues, tout ce qu'il a fallu pour construire Clagny. Un palais considérable avec des grandes galeries, des terrasses, deux extensions, tout ça dans des grands parcs créés par le nôtre. Voilà. Tous les postes sont détaillés, hein. Vitrerie, couverture, marbrerie, sculpture, les peintures, les fournitures de travaux divers, officiers des bâtiments surveillants, dessinateurs, greffiers, etc. Le tout pour un montant de 2 647 677 livres. Clagny a ainsi coûté presque aussi cher que le somptueux château de Vaux-le-Vicomte, qui vaudra au ministre des Finances du roi, Nicolas Fouquet, une disgrâce sans appel.
Mais ce que l'on considère aujourd'hui comme une folie dépensière correspond aussi à une volonté politique de la part de Louis XIV. Elle coûte très cher à la France, c'est sûr. Mais bon, elle assure une certaine représentation. Le plus grand roi de l'univers, comme on disait à l'époque, ne peut pas se comporter en avare, en pingre, puisque, encore une fois, il y va de sa propre gloire. On est donc là aussi dans un système politique. C'est pas seulement Madame de Montespan qui est plus avide que les autres. La parade monarchique implique cette parade extraordinaire qui montre là la puissance du royaume. L'influence de la marquise ne se limite pas à la sphère artistique. Madame de Montespan entend également placer ses pions dans l'entourage du roi. Elle pousse aussi beaucoup ses amis. Il y a un clan Montespan, Monsieur de Montausier. Elle pousse Vivonne, son frère. Alors, on raconte toujours l'histoire de Vivonne qui devait être nommée maréchal de France. Et puis, au dernier moment, enraye Vivonne. Madame de Montespan apprend la chose, demande à Louvois la liste des maréchaux qui sont nommés. Comment? Mais... Et mon frère, Monsieur de Vivonne? Et Louis XIV qui est là dit, voyons, Louvois, voyons, on avait pourtant mis Vivonne. Et donc on a rétabli le nom de Vivonne, alors que le roi l'avait enlevé. Madame de Montespan, par contre, n'a pas eu droit à la parole en ce qui concerne la grande politique, c'est-à-dire la politique de gloire, de guerre, voire les réformes intérieures. Je pense que là, il y a une séparation très nette entre le roi administrateur, le roi qui préside les conseils, et qui n'admet pas que sa maîtresse puisse avoir une influence sur sa politique. Il y a un domaine, en revanche, dans lequel la marquise a une emprise totale sur le roi. C'est la sensualité. Cette passion donnera naissance à 7 enfants en 10 ans. Les grossesses vont arriver très vite, puisque voilà, c'est une passion torride et qu'il n'y a pas de moyen de contraception à l'époque, donc, et que visiblement elle est très fertile. Donc ça va arriver un petit peu comme une mitraillette. Ces grossesses, fruits d'un double adultère, doivent absolument être dissimulées sous peine de nouveaux scandales. Louis XIV a mis très peu de gens dans la confidence parce qu'il y a un énorme problème juridique. Le père légal, c'est, bien entendu, selon le droit romain et le droit français, c'est le mari. Le marquis de Montespan. Et s'il apprend qu'il y a des enfants, et s'il s'en empare, et on ne peut pas l'en empêcher, mais que va-t-il faire de ces enfants? Il est dans la revanche, dans la vengeance. Donc on peut craindre le pire. Madame de Montespan fait donc en sorte de cacher ses grossesses par tous les moyens. C'est ainsi qu'elle adopte ce que l'on appellera plus tard des robes battantes. Ce sont en réalité des robes de chambre, des vêtements beaucoup plus confortables et amples que ceux à la mode du moment. Les gens à la cour disaient « Ah, Madame de Montespan a pris ses robes battantes. Nous allons bientôt voir un petit prince de plus. » Bon, elle pensait cacher ses grossesses, mais en fait, ça les avouait. Le musée des arts décoratifs à Paris conserve une robe battante, inspirée des robes de chambre que portait la marquise lorsqu'elle était enceinte. Sa grande caractéristique au point de vue forme, c'est qu'elle est ample au niveau de la taille et qu'elle est ample au niveau des hanches. Pour pouvoir avoir cette ampleur nouvelle, il y avait des paniers qui étaient accrochés à la taille et par conséquent, cette structure qui était dissimulée sous la robe va donner une ampleur. Et donc il y a une rupture de forme puisque jusque vers 1705-1710, les dames de la cour portaient des robes qui étaient droites et qui étaient particulièrement bien serrées à la taille. Ce vêtement, quand la marquise de Montespan le porte, est un signe qui ne trompe personne à la cour. Toutes les robes amples ont eu une mauvaise réputation. C'est-à-dire que les robes qui ne marquaient pas la taille étaient associées aux femmes légères, aux femmes de mauvaise vie, et on disait précisément qu'elles portaient ce type de robe pour dissimuler leur grossesse.
Si les robes de la marquise ne dissimulent que très peu ses grossesses, les accouchements ont en revanche toujours lieu dans le plus grand secret. Son deuxième enfant, le premier n'ayant que peu vécu, est ainsi né une nuit de mars 1670 au château de Saint-Germain-en-Laye, alors que la reine dort à l'étage supérieur. Il s'agit du futur duc du Maine. Il est né sans faire de bruit au milieu de la cour, à Saint-Germain. On raconte volontiers que le premier-né des amours de Louis XIV et de Madame de Montespan n'a pas pu être emmailloté, mais a été mis dans un linge. Embarqué par Lauzun, qui va traverser tout le château, la cour de Saint-Germain. Jusqu'à un carrosse qui l'attendait à la sortie du château de Saint-Germain-en-Laye, de manière à le mettre à couvert. Dès lors, la vie de cet enfant et de ses frères et sœurs est prise en charge par une gouvernante, Françoise Caron, la future Madame de Maintenon, une intime de la marquise qui va occuper une place de plus en plus importante au sein de cette famille secrète, mais aussi, et surtout, dans l'esprit du roi. En 1682, la cour s'installe officiellement à Versailles, qui devient le lieu du pouvoir. Toutes les familles sont réunies, enfants légitimes comme adultérins. L'appartement de la reine fait face à celui de la Montespan, ici, dans la cour de marbre. Mais depuis quelques années, l'humeur n'est plus à la fête. Les sermons de Bossuet ont succédé aux comédies de Molière. L'Église oblige Louis XIV à ne plus fréquenter sa maîtresse. Tourmenté et quelque peu fatigué, Louis XIV cherche l'apaisement. Il le trouve en la compagnie de celle qui a éduqué ses enfants adultérins. En fine observatrice, Madame de Sévigné ne s'y trompe pas en attribuant à Madame de Maintenon le surnom de Madame de Maintenant. Mais notre marquise s'accroche cependant et refuse de se faire détrôner par sa rivale. Avant de devenir rivale, la marquise de Montespan et Madame de Maintenon ont pourtant longtemps été de très proches amies. Madame de Montespan et Madame de Maintenon, Madame Scarron en tout cas, se sont connues dans un hôtel précieux du Marais. Elles se sont beaucoup plu mutuellement. Elles ont de l'esprit toutes les deux, de la culture toutes les deux. Et très vite, je pense que leur double intelligence s'est frottée l'une à l'autre comme deux silex. C'est-à-dire elles se sont reconnues, si je puis dire. C'est une espèce d'émulation intellectuelle et c'est ça qui leur plaît beaucoup. Pourtant, leurs trajectoires n'ont rien de commun. D'un côté, une Athénaïs flamboyante, issue d'une des plus grandes familles du royaume, de l'autre, une femme posée, au parcours lugubre. D'abord une enfance, en effet, avec un père qui a quand même une réputation aussi bien d'assassin que de joueur et de suborneur de femmes. Et puis ensuite, bien sûr, ce mariage quand même étonnant avec Scarron. Un poète, un dramaturge, mais aussi un homme très malheureux, très contrefait, très paralysé. Et c'est une vie très dure, finalement, qu'a eue Madame Scarron en tant qu'épouse de Scarron. Quoi qu'il en soit, bon, Scarron disparaît. Reste qu'elle continue donc à avoir cette vie mondaine, mais en y tenant un rôle qu'elle a longtemps joué, c'est-à-dire celle qui est aimable avec tout le monde, qui rend tous les services. Madame de Maintenon est, disons, une sorte de Mary Poppins des enfants, des dames de la bonne société. Et je pense que c'est tout naturellement que Madame de Montespan a choisi Françoise Caron pour être celle qui gardera, maternera, aimera ses enfants. Françoise Caron s'engage donc à élever les enfants adultérins du roi et de sa maîtresse, et surtout, elle est tenue de préserver leur anonymat.
On lui procure une très belle maison dans un faubourg parisien et où là, elle mène une vie étrange dont toute la bonne société, en particulier Madame de Sévigné, va parler, où on dit vraiment que Madame Scarron est toujours très occupée, on ne sait jamais où elle est. Tout le monde se pose des questions, mais que fait-elle? On ne sait pas, elle s'occupe d'enfants. Quels enfants? C'est un mystère. Madame Scarron est d'autant plus occupée que les grossesses de la marquise s'enchaînent. Des enfants cachés auxquels le roi est très attentif. Alors Louis XIV fréquente beaucoup cette maison. Il vient saluer ses enfants, il vient les embrasser au retour de chasse. Il fait un détour d'ailleurs pour venir les voir. Il est accueilli par une nourrice. La nourrice ne sait pas qui il est. La nourrice répond aux questions de ce visiteur. À qui sont ses enfants? Et le père, savez-vous qui est le père? Et la nourrice dit non, je ne le sais pas. Et Louis XIV donc est ravi, évidemment, puisque le secret est gardé. Il le raconte à Madame de Montespan, qui elle-même en rit beaucoup. Donc tout va bien, on peut se congratuler. Cette vie au secret dure près de 3 ans, jusqu'à ce que le roi décide de les reconnaître. Louis XIV, tout monarque qu'il est, se heurte alors à un obstacle de taille. Comment légitimer ces enfants adultérins qui, légalement, sont réputés être ceux du marquis de Montespan? Le roi va soumettre le problème juridique et le président du Parlement de Paris va finir par trouver la solution. On va mettre en place un stratagème juridique pour que Louis XIV s'attribue la paternité sans mettre en cause Madame de Montespan. Pour ce faire, le président du Parlement crée d'abord des précédents dont le roi pourra se prévaloir. Mais il va l'essayer d'abord avec d'autres grandes familles, il y a des bâtards un peu partout, faut dire. Et il va faire des reconnaissances, des légitimations de bâtards en nommant que le père, mais sans nommer la mère. Donc là, on se trouve devant quelque chose qui est un peu surréaliste, en effet. C'est plutôt l'inverse. En général, on doute plutôt de la paternité que de la maternité, pour le coup, qui ne peut être dissimulée. Le 20 décembre 1673, Louis XIV légitime donc ses 3 premiers enfants par une lettre dont la Bibliothèque nationale conserve toujours une copie. La formule que Louis XIV va utiliser dans cet acte pour reconnaître ses enfants est très particulière, puisqu'il parle à la fois d'amour et de raisons politiques, puisqu'il écrit la tendresse que la nature nous donne pour nos enfants et beaucoup d'autres raisons qui augmentent considérablement en nous les sentiments, nous obligent de reconnaître Louis-Auguste, Louis-César et Louise-Françoise. Par cet acte, Louis XIV donne également des titres très importants à ses enfants. Louis-Auguste va être duc du Maine, Louis-César va être comte de Vexin et Louise-Françoise va devenir mademoiselle de Nantes. Donc ils ont tout de suite un niveau ducal, ce qui les place aux premières places à la cour. Il y a un autre élément à prendre en compte, c'est que Louis XIV, du coup, reconnaît des enfants qui pourraient éventuellement prétendre au trône. Il n'a plus qu'un seul fils à ce moment-là. Son frère n'a pas encore d'enfant. Donc là, vraiment, on voit qu'il cherche à les intégrer dans la famille royale et à en faire des successeurs potentiels. Tout occupée au plaisir du roi et de la cour, la marquise de Montespan a une fibre maternelle mesurée. Louis XIV est lui un père attentif et aimant. La belle Athénaïs ne le comprendra que trop tard. Du jour au lendemain, ses enfants passent de l'ombre à la lumière. Ils déménagent à la cour, où on les installe officiellement. Il va installer sa famille illégitime sous sa famille légitime. Donc on a les enfants de France au premier étage et ces bâtards au-dessous. Donc c'est assez incroyable là aussi. Il installe cette espèce de polygamie tout à fait officielle. Lorsque les enfants sont admis dans les palais, Madame de Montespan, qui les connaît à peine, se rend compte qu'une autre femme a pris sa place dans leur cœur. Son amie, leur gouvernante, Françoise Scarron.
elle va à ce moment-là se dire, mais pour me rapprocher de mes enfants, il faut que je les gâte. Il faut être une maman très agréable. Et Françoise Scarron dit non, les enfants, ça s'éduque de façon très dure, un peu à la trique. Montespan donne des bonbons et des gâteaux, elle rapporte des cadeaux, et Madame Scarron est horrifiée de ce comportement. Il y a des disputes sur tout, sur le régime alimentaire, sur la façon dont il faut les coucher, à quelle heure, etc. Donc tout devient des sujets de conflit entre ces deux femmes. Et puis, ce qu'il y a, c'est que pour Madame Scarron, elle veut, en fait, elle est très orgueilleuse, elle veut ne rendre compte qu'au roi. Un jour où il assiste à une querelle entre les deux, il dit qu'est-ce qui se passe. Et Madame de Maintenon lui dit Sire, si votre Majesté veut bien me faire l'amitié de passer dans la chambre d'à côté, j'aurai l'honneur de le lui dire. Ce qui est d'une insolence. Moi, je dois dire que si j'étais la patronne, je la fous dehors, la babysitter, là, hein, aussitôt. C'est incroyable. Elle l'obtient. Il va dans la pièce d'à côté. Et là, en effet, elle montre combien Madame de Montespan est mauvaise éducatrice, ne s'occupe pas de ses enfants. Elle cherche à se faire bien voir du roi. Et naturellement, tout cela avive le ressentiment de Madame de Montespan à l'égard de la veuve Scarron. Un ressentiment réciproque, comme en attestent certaines lettres de Madame de Maintenon, dont la bibliothèque de Versailles conserve les copies. La plupart de ces lettres sont adressées à l'abbé des Gobelins, qui est le directeur spirituel de Madame de Maintenon et à qui elle s'ouvre très librement sur un certain nombre de sujets, notamment sur ses relations avec Madame de Montespan. Ces lettres permettent ainsi de lever le voile sur les tourments quotidiens de la gouvernante, qui songe même à quitter la cour. 8e lettre au même sur les mauvais traitements qu'elle essuie dans sa fonction. Ce 13 septembre 1674 à 10h du soir. Madame de Montespan et moi avons eu aujourd'hui une conversation fort vive. Et comme je suis la partie souffrante, j'ai beaucoup pleuré. Et elle en a rendu compte au roi à sa mode. Je vous avoue que j'ai bien de la peine à demeurer dans un état où j'aurais tous les jours de ces aventures-là, et qu'il me serait bien doux de me remettre en liberté. Dans ces années 1670, leur relation est un peu houleuse, parce qu'elle a l'impression de trop aimer les enfants que Madame de Montespan a eus avec le roi. Et elle peine à trouver une juste place en tant que gouvernante de ses enfants et par rapport à Madame de Montespan. Un enfant en particulier cristallise ses oppositions. C'est l'aîné, le duc du Maine. D'abord, c'est celui qui a le plus longtemps vécu avec Françoise Scarron, et donc il la considère comme sa mère. Madame de Montespan, oui, c'est sa génitrice, on va dire, mais pas sa mère. Il ne l'aime pas, il ne l'aimera jamais, et il considérera toujours que c'est Françoise Scarron, sa véritable mère, et ils ont des rapports mère-fils. Ce petit garçon est vraiment très beau, très intelligent, il a plein de réflexions. À 5, 6, 7 ans, il a des réflexions d'un gamin de 7, 8, 10 ans. Louis XIV est très proche du duc du Maine, qui est un enfant brillant, avec lequel il a des affinités peut-être plus qu'avec le dauphin. Donc les relations avec le duc du Maine sont plus, je dirais, plus douces, plus souples qu'avec le futur héritier du trône. Mais le duc du Maine souffre de graves rhumatismes qui l'empêchent parfois de marcher. Sa gouvernante s'emploie avec une énergie sans égale à le guérir. Elle découvre les eaux de Barège, donc dans les Pyrénées, et donc elle l'emmène à 2 reprises. Et le premier séjour, elle emmène un petit garçon de 5 ans à peu près, qui part en fauteuil roulant et qui va revenir sur pied. Et au lieu de présenter cet enfant normalement à sa mère, elle va le présenter directement à Louis XIV pour se faire mousser elle-même et dire « Regardez ce que j'ai réussi à faire ». Et donc, quand il rentre et qu'il rentre sur pied et que désormais il peut marcher,
C'est extraordinaire, c'est comme si elle lui avait donné une seconde naissance. Et ça, Louis XIV, il est très sensible. Louis XIV est un père aimant, absolument. Et il a été très impressionné par l'affection maternelle de Madame de Maintenon, enfin, la future Madame de Maintenon. Et c'est là que Louis XIV va être subjugué, finalement, par le contraste entre sa maîtresse flamboyante et cette femme très discrète, très dévote, mais si attentionnée, si maternelle avec ses enfants. Cette tendresse lui plaît. Il n'en a pas eu l'habitude depuis longtemps. Il a eu celle de sa mère, incontestablement. Il a celle de sa femme, mais c'est pas la même chose. Et puis, petit à petit, une admiration aussi s'installe sur la façon dont elle gère la vie de ses enfants. Louis XIV lui offre une gratification de 100 000 livres qui lui permet de s'offrir le château de Maintenon. C'est ainsi que Françoise Caron devient Madame de Maintenon. Dès lors, la gouvernante et le roi se rapprochent inexorablement. Tandis qu'au fil des ans, la marquise perd peu à peu de son influence et de son éclat. Elle est devenue très forte, très grosse. Madame Palatine a ce mot sévère, elle finit par me ressembler. Et c'est le résultat de 9 grossesses extrêmement rapprochées. Elle n'a pas le temps de maigrir entre 2 grossesses. Moins attirante physiquement, la marquise se montre aussi de plus en plus colérique. Elle se lasse d'avoir à être toujours disponible pour lui. Elle se lasse d'être toujours bien parée pour lui. C'est amusant un petit peu. C'est au bout de 10 ans, au bout de 15 ans, quelque chose qui est fatigant. Le caractère de Madame de Montespan s'aigrissait à mesure, il faut dire, parce qu'elle voyait apparaître des rivales, et elle lui faisait des scènes donc terribles, et petit à petit, elle est devenue assez violente. Il y avait un peu de casse, quoi. Et le roi détestait les scènes, il détestait ça. Il y a une espèce d'emprise dont Louis XIV veut se défaire aussi. On dit qu'il est saoul des femmes. Il n'en peut plus, parce qu'en plus, il faut gérer quand même plusieurs maîtresses à la fois. Tout ce petit monde se dispute allègrement, demande des préséances. Et il est vrai qu'il a trouvé auprès de Madame de Maintenon quelque chose que Madame de Sévigné a défini comme un pays nouveau pour lui, l'amitié sans chicane. Jamais Madame de Maintenon ne lui a fait une scène. Jamais elle ne lui a rien reproché. La faveur de la marquise décline donc lentement et la discrète gouvernante, devenue Madame de Maintenon, règne désormais sur l'esprit d'un Louis XIV bien assagi. Malgré leur séparation de corps, le roi ne peut se défaire de celle qu'il a tant aimée et qui lui a donné 7 enfants. La marquise reste donc à Versailles, mais on déménage ses appartements pour l'installer ici, derrière moi, dans ce qui a été l'appartement des bains réaménagé pour l'occasion. Cette même année, 1684, le Trianon de porcelaine, qui était le miroir de sa fantaisie, est rasée. Elle ne peut se résoudre à l'exil, même si elle multiplie les voyages et continue d'occuper son sublime château de Clagny. Elle songe désormais au rachat de son âme en multipliant les bonnes œuvres. Elle se réconcilie avec son mari, le marquis de Montespan, en payant ses dettes. Il lui pardonne, mais refuse cependant de la voir. Plus étonnant encore, ses relations s'apaisent avec l'épouse morganatique du roi, Madame de Maintenon, qui gouverne désormais Versailles. Le sang des Rochechouart de Mortemart, mêlé à celui des Bourbons,
l'oblige à se soucier de l'avenir de sa progéniture. Elle s'y emploie avec énergie. Titre, dot, fonction, mariage, elle est sur tous les fronts. La faveur s'étant éteinte, elle s'emploie désormais à passer le flambeau pour s'effacer selon sa propre volonté et non celle du roi. Jusqu'à sa fin, vous allez le voir, elle décide de son destin. À la fin des années 1670, une affaire à laquelle est mêlée la marquise éteint définitivement les derniers feux de la passion royale. Il s'agit de l'affaire des poisons, l'une des plus grandes affaires criminelles de l'histoire de France. Louis XIV a appris, par une enquête qui a été diligentée en 1679, qu'il y avait à Paris, dans les faubourgs de la capitale, quantité de sorciers, de sorcières, d'entremetteuses. Qu'est-ce qu'on venait chercher auprès de cette société interlope? Soit des poudres d'amour, c'est-à-dire des aphrodisiaques, soit des poudres de succession, c'est-à-dire des poisons. Il y a eu des centaines d'interrogatoires, des centaines de témoins, des dizaines d'accusés, et au fil des années, ces années clés qui sont les années 1678, 79, 80, des noms ont surgi, et des noms de plus en plus proches du roi. Et puis, un nom apparaît de plus en plus souvent, et ce nom, c'est Madame de Montespan. Sur ordre du roi, les enquêteurs mettent de côté toutes les accusations portées contre la marquise. Ces éléments d'enquête à charge deviennent des faits particuliers. Que la mère des enfants de Louis XIV soit mêlée à des affaires relativement sordides, c'était inadmissible. Il ne fallait pas que pour le public et que pour la postérité, Madame de Montespan, qui était quand même la femme qu'il avait aimée, soit salie d'une manière ou d'une autre. Madame de Montespan ne sera donc jamais jugée. Louis XIV prend soin de brûler tous les documents qui l'impliquaient. Ce qu'il ne savait pas, c'est que le lieutenant de police en charge de l'affaire, Nicolas de la Reynie, a tout consigné dans un mémoire que l'on retrouvera des années plus tard. Ce document est aujourd'hui encore conservé à la Bibliothèque nationale de France. Il permet d'en savoir un peu plus sur les accusations portées contre la maîtresse du roi. On a à peu près toute la procédure qui est reconstituée, et en tout cas tous les documents qui concernent Madame de Montespan, tous ces grands du royaume qui ont été compromis dans cette affaire. Donc c'est extrêmement précieux. C'est un recueil qui regorge d'accusations toutes plus sanglantes et plus atroces les unes que les autres. Donc, par exemple, ici, on va parler d'un sacrifice d'enfant au cours d'une messe noire. Et l'on voit ici, ayant tiré du sang de l'enfant qu'il piqua avec un canif à la gorge, il versa du sang dans le calice. Et après la messe, lui ayant demandé ce qu'on voulait faire des entrailles, lui dire que c'était pour faire des poudres pour le roi et pour Monseigneur le Dauphin. Donc là, on a vraiment l'idée que la Montespan participe à une messe noire où l'on sacrifie un enfant et avec le cœur et les entrailles de l'enfant, on fabrique une sorte d'élixir pour qu'elle puisse conserver les bonnes grâces du roi et de son fils. Ce sont des messes consacrées au diable. C'est quelque chose d'abominable. On est en plein Moyen-Âge. Tout d'un coup, dans cette société policée, cartésienne du grand siècle, eh bien, on replonge dans les horreurs d'un monde glauque qu'on imaginait avoir disparu. Certains prévenus accusent même Madame de Montespan d'avoir voulu empoisonner le roi. Témoignage sincère ou stratégie de défense? Les prisonniers avaient tout intérêt à charger Madame de Montespan, à l'accuser de tous les maux pour bloquer leur procès. Ce qui se passera, en effet. Alors, les historiens donc, ont ce problème, ont cette charge de démêler le vrai du faux. Elle a très certainement fréquenté ce vilain monde obscur et pour acheter des filtres destinés à réactiver la faveur du roi et surtout ses ardeurs.
Madame de Montespan était capable, étant très irrationnelle, de croire qu'on pouvait peut-être mettre une poudre pour pas du tout tuer le roi, surtout pas. Vraiment, ça aurait été tuer la poule aux œufs d'or, mais pour le ramener plus vers elle. C'est des petites choses bêtes, mais qui vous compromettent quand même. N'empêche que Louis XIV a été extrêmement impressionné et très choqué finalement. Très choqué de savoir que si près de lui, si près de son corps, se joue tout ce grenouillage finalement de complots, de poudre, d'empoisonnement, enfin de rumeurs épouvantables. Et donc, ce qui, depuis quelques années, s'étiolait entre eux, cette affaire va totalement achever la relation entre Louis XIV et Madame de Montespan. Malgré le désamour, les colères et les poisons, le roi tente de maintenir les apparences de la faveur de son ancienne maîtresse. Il a trop aimé Madame de Montespan. Il en a donné des preuves pour finalement la blesser, l'écarter, la disgracier de façon spectaculaire. Elle est la mère de ses enfants légitimés. Donc de ce point de vue-là, il n'est pas possible pour lui de la renvoyer de façon brutale de la cour. Il est obligé quand même de prendre des accommodements avec elle. Le roi la visite chaque jour. Il passe un peu de temps, trop peu de temps, entre la fin de la matinée et le dîner, notre déjeuner aujourd'hui, et il va lui donner le bonsoir, mais il n'y a plus rien entre eux. Désormais, c'est l'ancienne gouvernante, Madame de Maintenon, qui occupe le premier rang de la scène. Après la mort de la reine Marie-Thérèse en 1683, elle devient secrètement l'épouse du roi. Dès lors, la défaveur publique de la marquise est en marche. Pour lui signifier sa disgrâce, elle a quitté son appartement, son superbe appartement du premier étage, qui était dans la continuité de l'appartement intérieur du roi, pour se retrouver au rez-de-chaussée. On peut suivre à la trace, en quelque sorte, les étapes de sa défaveur par les lieux auxquels elle est assignée. Et un des lieux, notamment, de la faveur, c'est le carrosse du roi. N'entre pas qui veut dans le carrosse du roi. Et au début, évidemment, Madame de Montespan, elle est dans le carrosse, elle a la place de la favorite, mais petit à petit, elle n'aura plus droit d'entrer dans le carrosse du roi. C'est une manière, voilà, je dirais douce, mais terrible, de l'éloigner de lui. La marquise, avec tout l'esprit qu'on lui connaît, s'accommode de sa nouvelle position à la cour. Madame de Montespan reste même digne. Je pense qu'elle est dans son rang de Françoise de Rochechouart de Mortemart. Elle se dit « j'ai ma place à la cour », donc elle reçoit, elle continue à recevoir, à avoir une cour, et elle continue à organiser des mascarades dans son appartement. Et le fait de rester à la cour est quand même plus amusant que d'aller s'enfouir dans un château en pleine campagne. Donc, simplement, elle n'était plus, je dirais, en première ligne, mais peut-être était-ce aussi plus reposant pour elle. La marquise se lance aussi dans de nouveaux projets et décide de consacrer son temps et son argent à de jeunes orphelines, les jeunes filles du couvent de Saint-Joseph. Et elle va payer cette éducation pour les jeunes filles. Alors au début, ce n'est pas sans créer quelques problèmes auprès des religieuses sur place qui vont même se plaindre auprès de l'archevêque de Paris en disant que la personne, la bienfaitrice de l'institution est a une vie un peu dissipée. C'est Saint-Simon qui nous décrit qu'elle se comportait en reine, c'est-à-dire qu'elle avait un fauteuil qui ressemblait à un trône, pratiquement, et qu'elle mettait ses petites domestiques en rang, et quand les gens arrivaient, ils étaient accueillis par une haie et devaient faire des courbettes et des courbettes pour venir la voir. Donc elle était vraiment très solennelle, hein, dans les audiences qu'elle donnait. Les petites protégées de la marquise consacrent une grande partie de leur temps à la broderie. Grâce à leur nouvelle bienfaitrice, leurs travaux connaissent un essor et une renommée considérables. La marquise elle-même leur en commande plusieurs, dont une se trouve toujours au siège de la Banque de France. Cela peut surprendre,
considérant sa réputation, mais au XVIIIe siècle, cet hôtel particulier appartient au comte de Toulouse, le dernier né de la marquise. C'est lui qui héritera de cette immense broderie. C'était des travaux d'aiguille qui étaient réalisés donc à la main, c'est au petit point, avec par certains endroits des couchures de fils d'or et d'argent. Et le travail est extrêmement précis, fin, et on met des mois, voire des années, pour faire une tenture pareille. La tenture représente les 2 derniers enfants de Madame de Montespan, sous les traits de personnages de la mythologie. Et en haut, le blason du comte de Toulouse. 3 fleurs de lys sur fond azur, c'est-à-dire ce sont les armes de France, mais avec, on voit le petit trait rouge entre les 3 fleurs de lys, qui est une barre de bâtardise, qui signifie que certes il était de sang royal, mais c'était un bâtard. Après plus de 10 ans d'une lente défaveur, la marquise sent qu'elle n'a plus sa place à la cour. En 1691, elle décide de quitter le théâtre de ses exploits. Elle a 51 ans. Elle s'éloigne progressivement de Versailles et passe de plus en plus de temps dans sa région natale, le Poitou, où elle achète le château d'Oiron. Alors elle achète ce château sur ses fonds propres et également en renvoyant au roi un très beau collier de perles, et ce qui va lui permettre ensuite de pouvoir honorer l'achat de ce château. À l'époque, il ne possède qu'une tour, celle de gauche. Elle programme de construire la tour des Ondes, qui est derrière moi. Ça nous permet de retrouver un équilibre architectural lorsque l'on regarde cette façade. Bien que le château d'Oiron dispose de luxueux appartements, aux dorures et au plafond peint, Madame de Montespan aspire désormais à plus de sobriété. Elle emménage dans la partie la plus austère du château. Cela correspond certainement à la volonté qu'elle avait lorsqu'elle est arrivée à Oiron, de s'installer dans une forme de dépouillement avec beaucoup moins de richesse, avec une vie peut-être plus introspective. L'excessive, l'excentrique marquise de Montespan est désormais obsédée par le salut de son âme. À la fin de sa vie, elle s'est rapprochée de Dieu. Madame de Montespan multiplie justement les séjours dans des couvents où elle va d'une certaine manière expier ses années de gloire auprès de Louis XIV. Elle porte un cilice, elle commence à avoir des périodes un peu de méditation. Elle a très peur de la mort, en fait. Elle fait dormir une femme de chambre avec une chandelle toujours allumée la nuit parce qu'elle a très peur de trépasser la nuit. Et puis, elle a un confesseur, le père de la Tour, grand oratorien, qui est une austérité, d'une exigence. Il va de plus en plus pousser Madame de Montespan vers ce retrait du monde auquel elle ne peut pas se résoudre de toute façon. Autant elle peut accepter la dévotion, le remords. Quitter le monde, c'est dur quand même pour elle. Pour l'aider dans ce cheminement, Madame de Montespan se rend de plus en plus ici, à l'abbaye royale de Fontevraud. Elle y visite sa sœur cadette, Marie-Madeleine, l'abbesse de ce haut lieu religieux. Alors certainement, Madame de Rochechouart, l'abbesse, a eu une influence sur sa sœur. Elle ne l'a sans doute pas sermonnée, mais son exemple a porté. Et Madame de Montespan a voulu revenir aux fondamentaux. Ici, elle est loin de la cour. Elle peut se reposer de ses difficultés. Elle peut se ressourcer
aussi. Elle va trouver un environnement calme, mais elle ne va jamais rester longtemps, parce que ce n'est pas son monde non plus, une abbaye. La tapageuse Montespan poursuit ce chemin de pénitence jusqu'à sa mort, à l'âge de 66 ans, loin de la cour. Avec elle, s'évanouissent les derniers souvenirs des années les plus éblouissantes du règne de Louis XIV. Louis XIV apprend le décès de son ancienne favorite le 28 mai 1707, alors qu'il réside à Marly. Il n'a pas un mot pour elle. Le soir, cependant, on le voit seul errer dans ses jardins, mélancolique. Peut-être songe-t-il à ces quelques vers écrits par la marquise quelques années avant sa mort. « Mon humeur n'est point chagrine, et de bon cœur je badine. Je veux que la belle humeur domine, tout vers le plaisir m'incline. » Je vous remercie de votre fidélité et je vous donne rendez-vous très prochainement pour un nouveau numéro de Secrets d'Histoire.